Chers amis du PP, et voilà, il suffit d'être patient, tôt ou tard, il pleut. Enfin bon, petite rincée orageuse, il y en a eu une première ce matin. Là, j'ai raté le gros, tellement ça a été rapide, le temps de sortir la caméra, de brancher le micro, de mettre la carte, enfin de vérifier tout mon bazar technique. Et voilà, c'est déjà en train de se tasser, mais vous voyez sur les collines en face les nuées de brume. Hein. Donc ça, c'est la pluie qui tombe sur le sol chaud qui l'évapore. Et comme la pluie nous rafraîchit l'air, ça produit ces condensations. Condensations qui sont donc aussi un indice que certaines maladies qui aiment ces conditions d'humidité vont s'en donner à cœur joie. Alors j'ai filmé hier en pleine canicule le potager, mais je vais monter ça en 2 ou 3 étapes parce que le sujet sécheresse, canicule, changement climatique, comment gérer tout ça est un vaste sujet. Enfin, je pourrais même faire une série de 10 ou 15 vidéos, mais je vais vous donner rapidement l'essentiel, même si on peut espérer que pour cette année, l'affaire soit pliée. Donc là, il vient de tomber quelques millimètres de pluie, hein, donc je l'ai en live, hein, la station en bas enregistre, et à l'instant, il vient de tomber 5,5 millimètres, enfin, on vient de cumuler avec la pluie de ce matin et celle-là, 5,5 millimètres. Hein, donc, partout, vous imaginez que toutes les surfaces se sont recouvertes d'environ un demi-centimètre d'eau. Est-ce beaucoup, est-ce pas beaucoup? Ben voilà déjà une bonne question. Beaucoup de gens sont déjà déroutés avec ces histoires de millimètres. Ensuite, que devient cette pluie et ainsi de suite. Je vais vous donner un cadrage, on va dire un peu théorique, et puis ensuite je monterai dans un deuxième temps les images tournées hier, donc pendant la canicule, et vous allez comprendre comment je jongle entre la réserve du sol, la réserve dans mes cuves. Donc les cuves étaient quasiment arrivées à sec. Là, il me restait 5 cm. Hein. Donc j'avais ces derniers jours utilisé tout ce qui me restait dans les citernes à quelques centaines de litres près. Là, j'entends l'eau qui coule, mais 5 mm, malgré la surface de collecte considérable de mon toit, ça fait ni plus ni moins que quelques centimètres. En gros, on peut multiplier par 10. J'ai un coefficient multiplicateur de 10, 120 mètres carrés de collecte et 12 mètres carrés de surface de citerne. Donc, on peut dire que ces 5 mm auront fait monter le niveau de 5 cm, bien qu'une partie de cette eau ait été évaporée par les tuiles qui étaient chaudes à l'arrivée des pluies. Donc, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, patience, jongler avec la nature, jongler avec les risques. On a oublié, dans ces temps modernes de l'homme tout-puissant, de ces technologies qui marchent sur une simple, vous touchez un écran et bing, tout marche. On a oublié que la nature a ses caprices, que la météo ne se commande pas et que même s'il y a des données statistiques moyennes, donc des données climatiques, la météo d'une année est parfois très éloignée des données moyennes. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a eu au Moyen Âge, et puis dans les années avant-guerre et avant la modernisation, ne foutez pas tout à fatras sur le dos de l'homme. Il y a eu des famines. On va voir qu'il semblerait quand même que cela s'accélère
ne faites pas de moi un ami de l'autre blondinet là aux États-Unis, celui qui n'a pas de cerveau mais beaucoup de fric. Euh, J'espère que c'est l'inverse. J'ai pas un rond, non, n'exagérons pas, mais j'ai des revenus modestes et j'espère que mon cerveau marche encore à peu près bien. Voilà, allez, le reste en studio pour prendre 2, 3 notions de base. Bon, alors avant d'aller plus loin, parce que ça reviendra tout le temps dans mes chiffres, qu'est-ce qu'un millimètre d'eau? Pourquoi mesure-t-on la quantité d'eau qui tombe par précipitation, là la pluie qui vient de passer, ou en arrosage quand on calcule des doses? Pourquoi des millimètres d'eau? Ben, c'est très simple. On imagine que là, cette pluie qui vient de passer, elle a donné à peu près la même chose dans mon potager en bas, dans la forêt que vous voyez là derrière, sur le toit de la maison et partout. Et on va mesurer cette couche d'eau tout simplement par son épaisseur en millimètres. Mais alors, comment convertir des millimètres en litres, par exemple, quelque chose qui vous est usuel? Vous ne dites pas j'ai acheté 13 millimètres d'eau, vous dites j'ai acheté un demi-litre, oui, ça c'est 50 centilitres, un demi-litre d'eau. Et là, j'ai sorti ces 3 récipients, un tout petit ici, un moyen, un plus grand, et puis ensuite on pourrait imaginer que j'étale une piscine, mais enfin bon, ça aurait été un peu trop de chambard. Si vous ne comprenez pas avec ça, de toute façon, vous allez vous noyer dans une piscine. Donc, reprenons ça calmement. Je vais recentrer de façon à ce que vous voyez clairement l'eau dans les récipients. Bien entendu, je ne vais pas réussir à faire proprement 1 millimètre d'eau dans chacun de ces récipients, mais je vais verser un tout petit peu d'eau là-dedans et sans doute ça va très vite dépasser le millimètre souhaité. Voilà, 2-3 mm, vous avez vu que j'ai versé 3 fois rien. Si je veux mettre la même hauteur d'eau, donc 2-3 mm dans ce vase, vous voyez qu'il faut que j'en verse déjà beaucoup plus. Et puis maintenant, dans celui-là, si je veux réaliser la même hauteur d'eau, donc on va dire 2-3 mm, ben c'est presque la moitié de ma bouteille qui y passe. Voilà, c'est suffisant pour la démonstration. Là, voilà donc, plus la surface est grande et plus une même hauteur d'eau va représenter un volume d'eau plus important pour une raison très simple, c'est que le volume d'eau, c'est la surface fois la hauteur. Et donc, il y a une équivalence très très simple que tout le monde peut retenir sans se fracasser les neurones, c'est que 1 millimètre d'eau sur une surface de 1 mètre carré, 1 mètre fois 1 mètre, c'est tout simplement 1 litre d'eau. Pour ceux qui calculent en beaucoup plus gros, en hectares, l'équivalence est d'un facteur 10. 1 hectare, c'est 10 mètres cubes, c'est-à-dire 10 000 litres d'eau. Donc 1 mm sur 1 hectare, 10 mètres cubes ou 10 000 litres d'eau. Voilà l'équivalence entre les millimètres et les volumes d'eau en question. Donc quand je parlerai de millimètres, sachez que c'est tout simplement 1 litre d'eau qu'on a versé ou qui est contenu sous une surface de 1 mètre carré. C'est aussi simple que ça. Alors, cette question de millimètres étant claire, je l'espère, il va falloir se pencher sur plusieurs notions et notamment sur les climats. La première base de réflexion est ce qu'on appelle des données climatologiques, dont je rappelle que le climat, c'est une donnée statistique, c'est l'appréciation du temps, mais sur le très long terme. Ce n'est pas à confondre avec la météo, qui sont les circonstances
d'une année donnée. Cette année, la météo a été calamiteuse dans la période qui vient de s'écouler. On ne sait pas ce qu'elle va être par la suite. Donc ça, c'est la météo. La succession de péripéties liées au climat, c'est la météo. Et quand on parle de données climatologiques, on parle sur des séries longues, donc sur des moyennes. Et donc chacun, dans son coin, devra jardiner ou devra adapter sa façon de jardiner à sa climatologie. Et là, il y a une source qui est très intéressante. Pour une fois, je vais faire de la pub, parce que c'est un site associatif qui donne des chiffres extrêmement intéressants, qui fait un travail donc considérable. En partie, ces données se trouvent aussi sur le site de Météo France, mais les archives sont beaucoup plus facilement accessibles sur ce site, donc, qui est celui d'Infoclimat, adresse donc www.infoclimat.fr. Je crois que je vais centrer et puis on va naviguer un tout petit peu pour vous montrer où est-ce que j'ai trouvé les chiffres que j'utilise moi pour apprécier ma stratégie, en étant entendu que la stratégie, c'est sur le long terme. Quand j'installe des cuves, je ne les installe pas en fonction d'un caprice qui a été, la semaine dernière, il a fait chaud. Je l'installe en fonction de ce que sont mes besoins récurrents, tout en sachant que la météo va m'emmerder et ne suivra pas la moyenne statistique. Alors je ne sais pas si le balayage de l'écran sera lisible ou pas, donc je suis là sur la page d'accueil du site infoclimat.fr et là en haut, le troisième onglet, c'est climatologie, vous cliquez dessus et là vous trouvez parmi plein de rubriques une autre rubrique qui s'appelle climatologie et ce qui a été rajouté récemment qui s'appelle normal et record 1981-2010. Donc ce sont des tableaux qui font un traitement statistique de données sur 30 ans. Et là, vous cliquez et normalement, donc, vous avez toutes les stations météo qui sont référencées. Vous tapez simplement ici à droite dans un onglet qui ressemble à un moteur de recherche. Donc dans mon cas, Strasbourg, Ensheim, qui est la station liée à l'aéroport de Strasbourg. Vous cliquez dessus et vous avez un ensemble de valeurs qui apparaissent, les températures maxi moyennes, les extrêmes, les mini, etc. Et surtout deux données qui sont absolument capitales quand on raisonne la question de l'eau et des arrosages. Voilà, je les affiche et on va les prendre tous les deux dans le cas du potager du paresseux. Donc ici, sachant que la station d'Ensheim est à une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau et peut donc avoir des variations, notamment quand il s'agit de pluies orageuses. Alors dans ces données capitales, vous avez une ligne qui est le cumul moyen des précipitations. Donc mois par mois, vous voyez apparaître la pluie qu'on peut espérer étant donné une moyenne sur 30 ans. Donc, prenez par exemple février, chez moi, 34,5 mm. Sur l'année, les gens sont toujours surpris, mais l'Alsace est une région relativement sèche. On a des cumuls de précipitations voisins de ce que enregistrent certaines stations de la Côte d'Azur, 665 mm à Strasbourg. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment la période de croissance. Donc là où la question devient critique, juin, juillet et août, avec respectivement 71,6 mm, 72,7 mm et 61,4 mm. Sachant que cette année, en juillet et en août, on est très très loin. On a
plus de 80 ou 90% de déficit par rapport à ces moyennes. Juin était au-dessus de la moyenne. Donc ça, c'est ce qui rentre en moyenne dans mon sol quand tout se passe bien. Additionné, ça fait environ 200 mm, très exactement 206. Donc par mètre carré, je reprends la conversion, par mètre carré de mon sol, de mon potager, il tombe 200 litres d'eau en moyenne sur 30 ans. Et là, va se poser la question, mais qu'est-ce qui en sort? Et une donnée météo qui est relativement peu accessible, parce que souvent payante, c'est l'ETP. Vous avez ici une ligne qui s'appelle ETP moyenne. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ETP? C'est à la fois simple et compliqué. C'est l'évapotranspiration potentielle. Aujourd'hui, on a plutôt tendance d'ailleurs à parler d'ETR, c'est-à-dire d'évapotranspiration de référence. Alors, vous l'avez un tout petit peu dans l'appellation même, hein, évapotranspiration. Donc, c'est la quantité d'eau que perd un système sol-plante. Donc, le sol et les plantes sont sollicités par le climat. En gros, l'air, en fonction de sa vitesse, en fonction de son hygrométrie, c'est-à-dire est-ce qu'il est humide, aujourd'hui là avec la pluie c'est humide, je transpire, est-ce que l'air est humide, est-ce qu'il est sec, en fonction aussi de l'insolation, c'est-à-dire de la quantité de soleil qui frappe sur la surface. Ces trois facteurs principalement vont déterminer combien d'eau va s'arracher. Va s'arracher, peu importe que ce soit le sol ou les plantes. En gros, le climat exige, l'air exige. C'est tantôt les plantes, c'est tantôt le sol, souvent les deux. On y viendra par la suite. Donc, combien chez moi, compte tenu des températures moyennes, des vitesses de vent moyennes, de l'insolation moyenne, combien d'eau est-ce que le climat exige, va arracher à mon potager durant ces mêmes 3 mois? Et bien vous l'avez ici, donc juin 138, juillet 139 et août 116. Si vous avez les chiffres en tête, hein, c'est nettement plus que la quantité de pluie que va recevoir mon potager. C'est en total 393 mm. Donc en gros, de mon potager partirait environ 390 litres par mètre carré, mais ne rentrerait les bonnes années, enfin les années moyennes, pardon, 200 mm. Donc on voit tout de suite qu'il y a un schmilblick. Il manque de l'eau. Il manque de l'eau et pourtant, les champs qui sont là en bas à Rosheim, dans leur très grande majorité, parce qu'il y a bien quelques champs qui sont irrigués, donc arrosés, mais la très grande majorité des champs que je croise en descendant à Rosheim ne sont jamais arrosés. Contrairement à ce qu'on pense, une bonne partie de l'agriculture française n'est pas irriguée. Nous ne sommes pas dans les rizières de Thaïlande ou je ne sais pas où. Même si, en général, on remarque les arroseurs, les sprinklers, notamment sur les champs de maïs, et il y en a aussi en Alsace. Mais donc, oublions ces surfaces irriguées. Comment font les plantes, celles qui ne sont pas irriguées? Et comment peut venir l'idée à un fada comme moi d'espérer cultiver des légumes sans arroser? C'est mon rêve. Je l'ai déjà dit, ça traîne dans d'autres vidéos. C'est un rêve que je n'arrive pas à réaliser, un rêve sur lequel je pourrais m'expliquer, enfin expliquer ce qui me motive dans ce challenge. Comment font les plantes
prenons d'abord la question que j'étais en train de poser. Eh bien, il manque une donnée que beaucoup de jardiniers oublient complètement, ou n'ont pas conscient, ou ne concrétisent pas, c'est qu'il y a un réservoir magique, un réservoir important, qui est le sol. Le sol est quelque chose qui retient des quantités d'eau et qui retient des quantités phénoménales d'eau. Je vais préciser ça un tout petit peu parce que ce n'est pas aussi simple, comme toujours. Hein. Alors je sais que ceux qui détestent mes vidéos longues, mais bon, cliquez en haut à droite hein, si vous détestez. Je vous en conjure, ne mettez pas des commentaires à la con, vous vous ridiculisez. Vous affirmez que vous êtes bête et vous voulez le rester. C'est votre droit le plus strict. Hein. Mais cliquez en haut à droite et ne mettez pas de commentaires. Je vais continuer à être très long parce que j'explique aux autres qui sont intéressés. Ceux qui ne veulent pas rester cons toute leur vie. Ceux qui sont des lèche-culs, donc. Non, ce n'est pas des lèche-culs, c'est des lèche-bottes. Lèche-bottes, c'est beaucoup plus, ça rabaisse beaucoup plus. Hein. Il faut se baisser. Et d'ailleurs, on lève le cul quand on lèche les bottes. C'est très, très dangereux. Quand on travaille, quand on a affaire à des cons, on risque fort de se faire enculer. Hein. Donc, j'aurais préféré qu'on les traite de lèche-cul. Je trouve que c'est quand même un tout petit peu plus digne, ça a un peu plus de hauteur. Revenons donc à notre sol, qui stocke des quantités importantes d'eau, et on va se pencher un peu sur ce réservoir, parce que c'est là-dessus que je fonde donc mon espoir de ne pas arroser. Vous avez vu que j'y ai déjà renoncé, puisque j'ai des cuves, mais donc de peu arroser. Retenez les chiffres. Le climat en moyenne arrache 390 mm sur les 3 mois estivaux. Il ne reçoit en moyenne que 206. Cette année, il a arraché beaucoup plus parce qu'il a fait plus chaud et il en a reçu moins. Comment se fait l'équation et comment se fait l'ajustement? Ben là, il faut se pencher sur le sol. Sur des choses très très simples. Hein. Vous avez tous trempé un jour un pot de fleurs dans votre évier, vous le laissez tremper pendant 2 heures, vous le sortez, vous avez l'eau qui s'écoule, ça c'est l'eau que le sol n'arrive pas à retenir. Techniquement, on appelle ça la part de l'eau qui est dans les macroporosités, on va dire les gros trous du sol. Donc là, ça ne retient pas. Et heureusement que ça ne retient pas, parce que si ça retenait, le sol manquerait d'air et très vite, les plantes verraient les racines qui pourrissent et seraient en grande peine et crèveraient d'ailleurs, mis à part quelques plantes remarquables de type le riz justement, ou le papyrus. Donc une partie de l'eau s'écoule et ensuite votre terre elle est mouillée, mais vous avez beau soulever le pot, vous pouvez même le secouer, l'eau ne coule plus. L'eau est retenue suffisamment fort pour rester dans le sol. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'elle tient cette eau? Par un mécanisme relativement simple qui s'appelle la capillarité. Celle que vous connaissez, vous trempez un morceau de sucre dans du café et vous voyez le café qui monte dans le sucre, avant bien sûr de dissoudre le sucre et que tout s'effondre. Le sol ne se dissout pas et donc l'eau monte dans le sol comme le café monte dans le sucre et ça reste. C'est cette capillarité qui correspond donc à des micro-porosités. Micro, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est très très petit. Hein, on est dans des tailles qui sont de l'ordre de microns, de quelques dizaines de microns, donc de millièmes de millimètres. Et l'eau va être retenue. Elle est aussi retenue par des substances organiques du sol, qui sont des sortes d'éponges. Et donc, tout sol stocke de l'énergie. Ne vous fatiguez pas à creuser pour enterrer du bois. Le bois ne stocke pas plus d'eau qu'un bon sol. C'est totalement illusoire. Hein. Vous chamboulez tout, vous faites mal au dos pour 3 fois rien.
Alors, c'est dans cette réserve d'eau que les plantes vont taper. Quand il pleut, elles se remplissent. Et les plantes, elles, tous les jours, elles prennent l'eau dont elles ont besoin pour répondre à la demande climatique. Il fait chaud et sec, elles en demandent beaucoup. C'est un peu comme dans votre bagnole, quand vous accélérez, la consommation bondit. Puis quand vous êtes dans une descente ou que vous ralentissez à l'approche d'un feu rouge, votre consommation tombe à zéro. Là, en ce moment, la consommation des plantes est à zéro. Elles en reçoivent plus par le ciel qu'elles n'en ont besoin. Et donc, elles tapent dans cette réserve. Et comprenez maintenant qu'un jardinier intelligent, celui qui n'est pas anxieux, celui qui ne prend pas les anxiolytiques de peur que qu'est-ce qu'il faut que je fasse, sinon ça va crever, ça ne va pas crever. Pensez aux champs des agriculteurs. Même si cette année, canicule, il y a bien sûr des endroits où ça crève. Mais en moyenne, ça ne crèvera pas. Donc, comment est-ce que ça marche? Ben, ça marche d'une façon très très simple. Je vérifie que l'autre il ne me lâche pas, ou s'il va me lâcher. Donc on va faire une petite pause. Bon, on a évité la panne sèche. Recommence à pleuvoir, c'est sympa. Donc j'en étais aux plantes qui tapent dans cette réserve en eau du sol. Jusqu'à un moment, s'il ne pleut pas, arrive un moment où les plantes flétrissent. Qu'est-ce qui se passe quand les plantes flétrissent? Ben, il se passe que l'eau, au fur et à mesure que la quantité d'eau présente dans le sol diminue, devient de plus en plus difficile à extraire. En d'autres termes, l'eau est de plus en plus fortement retenue par le sol. Et arrive un moment où elle est tellement fortement retenue que les plantes n'arrivent plus à prélever l'eau alors qu'il en reste dans le sol. Enfin, quand vous touchez la terre, elle vous paraît sèche, mais si vous la passez dans une étuve, on se rend compte qu'elle renferme toujours de l'eau, de même que vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'une farine renferme 12 à 15% d'eau si on la traite à l'étuve. Elle retient tellement fortement cette eau qu'on ne la voit pas. Et donc là, il se passe un peu la même chose pour les plantes. Lorsque le sol retient l'eau avec une force qui dépasse une quinzaine de bars, la pression, hein, donc c'est l'inverse de la pression, avec une succion de 15 bars. Sachez que dans un pneu de voiture, il y a de 2 à 3 bars. Donc vous voyez quand même que c'est assez puissant comme mécanisme, mais arrive le moment où s'il ne pleut pas ou si le jardinier n'arrose pas, on va considérer que la réserve est vide et que par conséquent, les plantes souffrent. Et donc tout l'art du jardinier est assez voisin de l'art du conducteur. Quand vous allez partir pour une grande distance, vous faites le plein. Et puis ensuite, ce n'est pas parce que votre voiture consomme 4,5 litres au 100 que vous allez vous arrêter tous les 100 km pour refaire le plein. Vous attendez que votre jauge baisse, s'approche de la réserve, et là, vous refaites le plein. Ou si elle est 2 tiers vide et que vous êtes arrêté pour un casse-croûte, vous faites le plein pour ne pas vous arrêter, lapsus révélateur, pour ne pas vous arrêter plus loin. Et donc, on conduit en fait la réserve en eau d'un potager de la même façon qu'on fait le plein dans une voiture. Et vous allez retrouver ça dans ma vidéo où je vous dirai où est-ce que j'arrose, où est-ce que je n'ai pas arrosé, pourquoi j'arrose, etc. Alors, ce qui est très, 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 très important, parce qu'on passe là-dessus et on vous a tellement matraqué avec des étiquettes stupides, avec des guides à la noix absolument débilos, avec des trucs sur Internet totalement crétins que vous ne savez plus réfléchir. Vous ne savez plus réfléchir et notamment vous ne savez pas qu'il y a, ou pas assez, certains d'entre vous savent sans doute, mais beaucoup n'y réfléchissent pas quand même, qu'il y a une très très grande différence dans nos sols.
par nature des grains de sable, donc un sol sableux qui a beaucoup de gros grains, a beaucoup de macroporosité, très très peu de microporosité, parce que dans le grain de sable, l'eau ne peut pas rentrer dedans. C'est du quartz, c'est du verre. C'est du verre arrondi. Des granulats de verre arrondis. Et donc, ce sable va laisser filer plutôt, l'essentiel de l'eau. Donc, il peut pleuvoir, le sable en retient peu. Alors après, il ne le retient pas très fort, donc il en laisse beaucoup aux plantes, mais finalement, ça fait peu de choses, parce qu'il en a retenu très peu au départ. À l'autre extrême, vous avez les argiles. Les argiles, c'est tout à fait l'inverse, c'est des particules qui font moins de 2 microns, donc c'est extrêmement petit, c'est plus fin que le ciment. On n'est pas loin d'une colle à tapisserie, hein. Et donc, vous avez là quelque chose qui retient beaucoup d'eau, qui gonfle pour certaines argiles à l'eau, donc qui a une capacité de rétention assez importante, qui a même la capacité de rétention la plus importante de tous les minéraux du sol. Mais hélas, il retient tellement fortement cette eau qu'une partie relativement petite seulement est à la disposition des plantes. Donc en gros, vous avez un énorme réservoir, mais comme si l'essentiel était caché, n'était pas accessible à vos plantes. Et entre les deux, il y a les limons qui ont donc des tailles beaucoup plus fines que les sables, même les sables fins, mais plus grossiers que les argiles, et qui, eux, sont un peu le compromis gagnant, retiennent assez bien l'eau parce qu'ils ont une microporosité relativement intéressante, comme un morceau de sucre, mais ne la retiennent pas trop fortement, ne séquestrent pas cette eau, ce qui fait qu'elle est dans une proportion importante à la disposition des plantes. Alors le top du top du top, c'est quand ces trois particules sont à peu près associées en parts égales, très exactement 30-35% d'argile, 30-35% de limon et donc une trentaine de pourcents de sable. Là, vous avez la plus grosse capacité de retenir l'eau tout en ayant cette eau à la disposition des plantes. Voilà pour le principe. Alors en chiffres, ça donne quoi? On revient à nos fameux millimètres. Alors cette réserve d'eau, la quantité d'eau que le sol peut retenir, même si on soulève le pot, mais que les plantes peuvent extraire parce que le sol ne retient pas trop fortement, c'est ce qu'on appelle la réserve utile du sol, sous-entendu en eau, et vous retrouverez dans la littérature agronomique un acronyme très simple, RU. RU, la RU du sol, donc réserve utile du sol. Alors pour piloter plus finement les arrosages ou l'irrigation lorsqu'il s'agit d'agriculture, on s'est rendu compte quand même que quand la réserve est presque vide, les plantes commencent déjà à avoir du mal à retirer l'eau du sol et que même si elles ne flétrissent pas encore, elles sont en difficulté. Elles ferment les stomates pour ne pas perdre trop d'eau. Hein, le climat, lui, il siphonne, il veut de l'eau. Les plantes sentent bien que dans le sol, c'est de plus en plus difficile d'en trouver. Et par conséquent, ce serait bien de serrer le kiki de ces stomates par lesquels la vapeur d'eau part dans l'atmosphère. Mais en fermant ces stomates, c'est aussi l'entrée de CO2 et la sortie d'oxygène comme gaz de la photosynthèse qui sont contrariés. Et par conséquent, la photosynthèse diminue et par conséquent, la croissance, la production de biomasse et au bout du bout, les rendements qui diminuent. Donc, ce n'est pas souhaitable. Il vaudrait mieux que lorsqu'on approche
de cette zone orange, on va dire, hein, le feu n'est pas rouge, mais il est orange, il faudrait apporter de l'eau pour pas que la plante rentre en souffrance et pour pas qu'elle diminue ses rendements. Ça, c'est l'optimum. Et donc la part d'eau facilement extractible par les plantes parmi la réserve utile du sol s'appelle la réserve facilement utilisable. Elle est en gros de 2/3 à 3/4 de la réserve utile du sol, selon qu'il est plutôt du côté sableux, donc là facilement utilisable, donc on va prendre une part importante, ou sur des sols argileux ou qui les retiennent plus fortement, on va être plus prudent et on ne considérera en général que 2/3 de la réserve utile comme étant facilement utilisable. Voilà, Ibaratine, vous aimez les chiffres. Donc, j'ai plus assez de mémoire, donc je me suis noté ça sur un bout de papier. En termes clairs, on va s'intéresser à cette RFU, réserve facilement utilisable en eau du sol. Dans des sols sableux, c'est en gros 0,45 mm d'eau par centimètre de sol. Donc après, on verra qu'il faut multiplier par la profondeur du sol que les racines peuvent explorer. Mais sachez donc que chaque fois qu'il y a une tranche de 1 cm de sol sableux, il y a une réserve facilement utilisable de 0,45 mm. 0,45 mm, vous savez maintenant que c'est 0,45 litres d'eau par tranche d'1 cm de sol. Dans les limons et dans les argiles, cette réserve facilement utilisable monte à 0,9, donc presque 1 litre d'eau, donc c'est le double. Dans ce que je vous ai dit, le sol équilibré, hein, argilo, limono, sableux, 35-35-30 à peu près, ça peut monter à 1,3 mm d'eau dans une tranche par tranche de 1 cm de sol. Donc là, on a une réserve qui est en gros 3 fois, une réserve facilement utilisable, qui est en gros 3 fois plus importante que celle d'un sol très sableux. Et donc vous voyez tout de suite que les étiquettes, on vous dit d'arroser une fois par semaine. Bon, quand ce sont des terreaux dans des plantes vertes que vous achetez, très bien, hein, puisque les terreaux, ils sont universels, c'est tous les mêmes. Hein. Toutes les jardineries vous mettent dans les mêmes trucs. Et donc ça a à la rigueur du sens. Quand il s'agit de votre potager et que vous travaillez en sol naturel, donc en sol minéral essentiellement, ça introduit là un premier facteur de variation de 1 à 3. Celui qui a un superbe sol, il a une réserve confortable. Hein. Donc s'il arrive à consommer peu, imaginez, il a une bagnole avec un gros réservoir et il a un tout petit moteur qui consomme 3 litres au 100, il ira loin, il ira loin. L'autre à l'inverse, il a un sol sableux, petit réservoir, et en plus il roule comme un dingo parce qu'il n'a pas pigé tout ça. Donc il freine, il accélère à fond, il oublie de changer de vitesse, etc. Et donc fatalement, il n'ira pas loin du tout. C'est assez évident. Alors, le potager du paresseux, je suis relativement proche du top. Hein, j'ai fait une granulométrie, mon sol est argilo-limoneux et je peux estimer sa réserve utile à environ 110 mm d'eau sur 50 cm de profond. Donc, c'est une belle réserve en eau que j'ai et ça explique donc ce que vous verrez dans la vidéo que j'ai tournée dans le potager et ça explique une partie de ma stratégie. Alors va entrer en jeu un autre facteur que je n'ai pas évoqué dans la composition du sol,
qui sont les matières organiques, et plus particulièrement les matières organiques dites stables, ce qu'on appelle des fois l'humus, ce que j'appelle substances humiques dans mes livres. Peu importe l'appellation qu'on leur donne, on trouvera souvent des chiffres absolument impressionnants à propos de ces matières organiques. Du genre, elles stockent 7 à 10 fois leur poids en eau. Donc 10 grammes stockent 70 à 100 grammes d'eau. C'est vrai, sauf que sachez que les matières organiques dont on parle là, ce sont donc les matières organiques stables telles qu'elles ressortent de l'analyse d'un sol. Et un sol maraîcher, lorsqu'il est bien pourvu, il a 5%, c'est ce vers quoi je tends actuellement. Un sol maraîcher richement amendé année après année sera peut-être à 8%, rarement beaucoup plus. Je n'ai pas connaissance de 8, 8,5%, plus de 8, 8,5% de matière organique. Donc, vous reprenez maintenant votre masse de sol sous 1 mètre carré, vous multipliez par ce pourcentage, vous prenez le chiffre moyen entre 7 et 10, etc. et vous calculez, en sachant que cette couche riche en matière organique, c'est la couche superficielle d'un sol qu'on peut assimiler à 20 à 30 cm, prenons 30 cm, ce qui est beaucoup. Donc ces 30 cm peuvent stocker environ 200 litres d'eau par mètre carré. Toujours le fameux mètre carré, 1 mètre fois 1 mètre. La matière organique qu'il y a, si le sol est riche en matière organique, la matière organique seule stocke environ 200 litres d'eau quand elle est saturée, trempée, détrempée. Ce qui est énorme. Alors là aussi, comme pour l'argile et comme pour les autres constituants du sol, une partie de cette eau est trop fortement retenue et ne sera pas à la disposition des plantes. Et donc, plus raisonnablement, on peut penser que selon la composition de cette matière, c'est de 100 à 140 litres d'eau par mètre carré qui sont retenus grâce à la matière organique. Alors ça, c'est quand même donc très, très important, puisque dans un sol tel que les sols argileux dont je parlais, qui ont une réserve facilement utilisable faible, qui peut être de 40, on l'a vu tout à l'heure, 40 mm, augmenter cette capacité de, disons, 120 mm, c'est la multiplier par 3 ou 4. Donc c'est par ce biais-là, sur le long terme, qu'il faut corriger les défauts de votre sol s'il est sableux. Ce sera moins spectaculaire dans un sol argilo-limoneux sableux parce que sa capacité naturelle est bien plus élevée et donc il retient déjà quelque chose comme 120 mm ou même 150. Et par conséquent, si vous en rajoutez 120, vous ne doublez même pas la capacité, mais ça l'augmente. Donc, c'est de toute façon la voie par laquelle il faut essayer d'augmenter la capacité en rétention en eau du sol, donc cette fameuse RU ou cette fameuse RFU. Et c'est donc une des stratégies du potager du paresseux. Le problème, c'est que malgré des apports massifs, les taux de matière organique évoluent très, très, très lentement. Et donc, je suis passé en 7-8 ans d'environ 4% à environ 5%, ce qui est énorme, énorme. Mais donc les 8%, je ne les verrai plus de mon vivant. Donc ce seront mes enfants, mon épouse, s'ils continuent, qui verront peut-être les prémices de ce stade et donc d'une réserve en eau encore plus importante que celle que j'ai actuellement. Alors tout ça,
ça se résume dans une formule qui est peu connue. Il y a un Américain qui a mis au point une formule qui marche assez bien, à 10% près, elle est juste. Si vous avez les teneurs en argile et en limon, sable et matière organique de votre sol, il vous donne une formule qui vous permet de calculer votre réserve utile de votre sol. Alors je l'ai mis dans mon bouquin, je ne sais plus à quelle page, c'est un tout petit peu trop compliqué parce qu'il y a plein d'acronymes pour définir les différentes quantités. Ce n'est pas à vous faire de la vente forcée de mon bouquin, mais vous le trouverez dans le livre Comment calculer la RU de votre sol, donc la réserve utile ou la réserve facilement utilisable. Cette formule, c'est la formule, j'ai oublié de le dire, de Rawls, R-A-W-L-S. Donc faites une recherche Internet, ça m'étonnerait que vous ne la trouviez pas. Voilà donc comment un sol, à condition qu'il ait suffisamment plu durant l'hiver, et à condition qu'au printemps, on ait évité que cette réserve en eau du sol ne s'évapore, peut compléter les pluies qui tombent et comment donc, en roulant avec cette réserve, on peut espérer, en tout cas les bonnes années, passer une saison de culture sans arroser. Dans mon cas, et donc faites les recherches pour la station qui est la plus proche de chez vous, parce que ces données-là sont extrêmement variables. Sur la côte sud-ouest, il pleut jusqu'à 800 voire 1100 mm, donc le double de ce que j'ai ici. Certains coins de la Bretagne Sud, etc., le Val d'Anjou, la région de Nantes, ont une fois et demie les précipitations que j'ai. Et donc, de façon beaucoup plus naturelle, le TP et pluie vont se rapprocher. C'est pas pour rien que normalement, dans l'imagerie d'Épinal, la Normandie était verte tout le temps, sans arrosage. C'est tout simplement qu'il pleuvait autant, ou peut-être même plus, que le TP, c'est-à-dire ce que le climat réclamait. Et donc, les plantes étaient contentes tout au long de l'année, les vaches étaient contentes, donc les vaches, elles faisaient du bon beurre, il y avait même de quoi alimenter les arbres qui étaient au-dessus, qui faisaient du bon cidre, tout le monde était content. On avait le cidre, on avait du lait, on avait des fromages, et du beurre, et la crémière. Voilà. Les bases scientifiques sont posées. Donc, ce que vous verrez dans la prochaine vidéo filmée dans mon potager, ce sera comment je jongle avec tout ça. J'espère, en résumé, que vous avez retenu que arroser tous les jours un peu, c'est nul. Pourquoi c'est nul? Regardez donc, vous apportez 5 litres d'eau par mètre carré. Un demi-arrosoir. Ça vous paraît beaucoup? C'est rien. C'est rien du tout. 5 litres, c'est 5 mm. Dans un sol moyen, ça va mouiller environ 2 cm, 2 à 3 cm de sol. Autrement dit, si le lendemain il fait beau, c'est évaporé. De nouveau, vous arrosez, vous êtes content parce que vous voyez le sol humide. À partir de maintenant, faites-moi plaisir. Quand vous avez fini d'arroser, buvez une eau gazeuse ou une bière et ensuite grattez le sol que vous venez d'arroser et regardez jusqu'où ça a pénétré. Si vous tombez sur le sol sec en dessous, c'est que vous êtes juste en train d'arroser le ciel. L'eau que vous mettez le lendemain, elle est partie. Et donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut conduire. C'est tout le contraire. Il faut remplir votre réserve du sol le plus en profondeur possible, là où c'est abrité de l'évaporation. Alors, jusqu'où est-ce qu'il faut aller? Il faut aller aussi loin que vont les racines
et que vont les racines avec les mycorhizes si vous avez pris soin de ne pas démolir la structure de votre sol, la chimie de votre sol, si vous n'avez pas bombardé votre sol avec du cuivre. Donc à ce moment-là, vous pouvez espérer que les racines de votre plante soient prolongées et que l'extraction de l'eau du sol soit poussée à son extrême. Et donc là, ce qui est important, c'est que lorsque la réserve en eau du sol est vide, vous la remplissiez, mais jusqu'au fond, jusqu'en bas. Parce que ce qui est en surface évapore, ce qui est dans le sol en bas reste. Donc, il faut évaluer ça, évidemment. Si c'est un semis qui vient de lever il y a 3 jours et dont les racines ont 3 cm de long, ça ne sert à rien d'arroser à 50 cm. Mais que le pied de tomate, de n'importe quoi, soit bien développé, et partez du principe que si votre sol n'est pas un bloc de granit ou un bloc de grès ou une couche d'argile compacte, les plantes, avec leurs racines et avec les mycorhizes, vont aller chercher de l'eau à 1 mètre, à 2 mètres, à 3 mètres, sans aucun problème. Les plantes à enracinement pivotant vont descendre, et c'est pour ça que certaines plantes, même en pleine canicule, restent vertes, celles qui ont les pivots qui descendent. D'autres sont plus fragiles, donc effectivement, il faut tenir compte de beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. La nature du sol, on l'a vu, la profondeur potentielle de la couche que les racines peuvent explorer, et donc la réserve utile du sol dépend de la profondeur d'enracinement de vos plantes. Il faudrait encore tenir compte de la présence de cailloux, parce que les cailloux sont des masses inertes. Quand vous avez 25% de cailloux, ça fait 25% de sol en moins, et donc 25% de réserve en eau en moins. Donc il y a plein de paramètres qui jouent. Mais le premier principe, arroser rarement, je parle de plantes, de légumes développés, installés, arroser rarement, mais beaucoup. Deuxième principe, il est tellement évident que j'ai oublié de le mentionner, c'est bien entendu la couverture épaisse et permanente. C'est celle qui va éviter, dans le terme évapotranspiration, va réduire presque à néant évapo. Et donc, toute l'eau qui répondra à la demande du climat sera passée par les plantes et aura rafraîchi les plantes par transpiration. Voilà donc quelle est la tactique. Elle est très 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 simple. Je résume. Augmenter le plus possible ma réserve utile, facilement utilisable du sol, essentiellement par les matières organiques. Donc faire digérer à votre sol le maximum de matière organique pour qu'il forme le maximum de substances humiques, même si c'est lent, chaque année, ça va gagner. Donc c'est un peu comme les économies qu'on fait. Bien sûr, on met des petites sommes sur son plan d'épargne logement et au bout de 10 ans, on a une belle petite somme qu'on peut investir dans l'achat d'une maison. Donc, première chose. Deuxième chose, bien évidemment, supprimer dès la sortie de l'hiver toute échappée inutile d'eau. En l'occurrence, ça va aller vers le ciel, mais imaginez que vous venez de faire le plein de votre bagnole, mais qu'on a percé des petits trous que vous ne bouchez pas. Bien évidemment, au bout de 200 km, teuf, il n'y a plus d'essence. Il a coulé par les petits trous. Donc la première chose, mais n'importe qui y pense, c'est de mettre des petites rustines. Réparer avant de faire le plein. Alors dans le potager, les rustines, c'est en haut. C'est la couche de foin, la couche de n'importe quoi, éventuellement une bâche plastique, la paille, le BRF, tout ce que vous voulez, épaisse couche, comme ça, le soleil qui tape là-dessus est renvoyé, il ne chauffe pas le sol, le vent qui passe, il ne touche pas le sol, l'eau reste dans le sol et la réserve ne se vide que parce que les plantes y prélèvent, donc par ce qui est utile. Et puis ensuite, advienne que pourra,
la saison sera bonne, pas besoin d'arroser, à apprécier en fonction de votre climat et donc de ces données météo moyennes. La saison n'est pas bonne, et ben c'est ce qui sera l'objet de ma vidéo tournée en situation de canicule, donc avant ces pluies hier. Donc il y a des arrosages que je fais pour produire, il y a des arrosages que je fais juste pour maintenir certaines plantes en vie, et il y a des plantes qui ne sont pas arrosées, qui sont priées de se démerder en attendant cette pluie-là, et puis d'autres pluies qui vont venir, et cet automne, plein de pluies vont se rajouter, et donc mes céleris actuellement, ils sont figés. Bon, ben ils sont figés, mais ils ne crèvent pas. Et par conséquent, là, ils vont commencer à s'éclater. Ils ont développé leur système racinaire, ils ont développé au maximum la coopération avec les mycorhizes. Venez là, au secours, je suis en train de mourir, le soleil me cogne, je vous donne mes derniers sucres. Donc ils ne grandissent pas, parce que tous les sucres qu'ils font vont dans les mycorhizes. Et puis alors là, quand la pluie revient, quand le sol va s'humidifier, ça va exploser d'un jour à l'autre. Tu les vois qui grandissent. Enfin, on verra ça dans un mois ou dans 2 mois. En tout cas, dans la vidéo, vous verrez l'état de ces céleris photographiés, filmés hier. Céleri encore jamais arrosé à ce jour. Il y a plein d'autres plantes, des oignons, etc. Jamais arrosé à ce jour en cette année de canicule. Stupéfiant pour paraphraser Léa Salamé? Non, logique de l'agronomie, poussée à son extrême. Alors je vais quand même vous expliquer pourquoi je n'aime pas utiliser l'eau du robinet. C'est parce que donc en une douzaine d'années en Afrique et 4 années au fin fond de la brousse au Tchad, où des fois les températures ne descendaient pas en dessous de 38 degrés la nuit, j'ai vu femmes et enfants trimballer l'eau et ça m'a marqué. Voilà, considérer que c'est un traumatisme et donc j'ai du mal à ouvrir le robinet pour arroser compte tenu des cubages d'eau qu'il faut. Je vous ai parlé de mes 12 mètres cubes d'eau de pluie stockée, que c'est insignifiant. Vous avez compris que on va prendre le potager du paresseux, on va l'arrondir à 1000 mètres carrés, il ne fait que 950 avec l'allée centrale, donc à peu près 850 utiles ou utilisés. Vous avez compris qu'il manque presque 200 mm d'eau durant l'été pour combler l'évapotranspiration potentielle. Vous avez compris que 200 mm, c'est 200 litres par mètre carré. Donc vous multipliez rapidement 1000 mètres carrés par 200 litres et vous arrivez à 200 000 litres, c'est-à-dire 200 mètres cubes. Il faudrait que j'ai 20 fois plus de citernes que je n'ai et il faudrait que je siphonne, ou alors il faudrait que je siphonne 200 mètres cubes sur le réseau. Bon, je ne vais pas parler de la réserve du sol, moitié. Prenons 100 mètres cubes, c'est plus proche de 100 mètres cubes que je siphonnerai. Et donc, je peux me le payer. Chez nous, l'eau n'est pas chère, c'est une régie municipale encore. Ça n'a pas été squatté par une société qui fait des bénéfices considérables sur le dos d'un besoin essentiel. Donc je pourrais me le payer, ça me coûterait, je crois que c'est vers 3 € le mètre cube. Donc 100 mètres cubes, 300 €, c'est pas catastrophique. Mais sur le principe, et avec ces souvenirs-là, j'essaye de ne pas recourir au réseau. Sachez aussi, c'est un discours qui est souvent évacué. Bon, 23 heures et je ne sais pas combien, c'est de nouveau une de ces farces dont je me rends compte au moment du montage que c'était coupé tout net. Je voulais, à propos de ma réticence à utiliser l'eau du réseau, évoquer, en dehors de ces souvenirs,
un autre aspect qui me paraît très très important lorsque l'on fait la promotion d'une technique, c'est toujours de se poser la question, qu'est-ce qui se passerait si un très grand nombre, à l'extrême, si tout le monde faisait comme moi? Donc je disais, je serais, si je n'étais pas précautionneux, tenté de siphonner environ 100 mètres cubes d'eau sur le réseau d'eau potable, puisque je n'ai pas de puits, je n'ai pas de forage, je n'ai pas de ruisseau qui passe à côté de mon potager. Et par conséquent, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si tous les jardiniers là de Rosheim tapent dans le réseau à hauteur d'une centaine de mètres cubes par saison? Ce qui, pour moi, est plus que doublé ma consommation d'eau. Je n'ai pas toutes les factures, je n'ai pas fait les recherches là, mais il me semble qu'on consomme quelque chose comme 50 mètres cubes d'eau par année pour nos besoins, donc eau potable, cuisine, sanitaire, douche, etc. Donc je suis loin d'être autonome. Et donc ça pose d'autres problèmes, mais si je rajoute, et si tous les jardiniers de Rosheim rajoutent 100 mètres cubes, il est évident qu'il faut doubler le réseau. Ce qui veut dire, pour un besoin qui est quand même très localisé sur 2 mois, parce que les autres 50 mètres cubes, c'est sur 12 mois. Là, sur 2 mois, il faut que le réseau soit capable d'absorber un pic de production d'eau, et donc ce réseau, il faut le renforcer, investir, sans doute doubler, tripler, parce que c'est un pic, tripler sa capacité à la fois au niveau des forages, à la fois au niveau des châteaux d'eau, à la fois au niveau des conduites qui véhiculent cette eau, parce que moi je suis en haut, donc si je siphonne beaucoup, l'eau n'arrivera jamais jusqu'au bas. Et donc c'est une deuxième raison qui fait que je ne trouve que cette attitude-là n'est pas du tout soutenable. C'est-à-dire que imposer à tout le monde d'investir dans une installation 3 fois plus grande pour 2 mois d'arrosage en été, c'est un luxe. Et donc, effectivement, j'essaye de m'en sortir. Je ne dis pas du tout que ma production est au top. Je ne présenterai pas dans la vidéo que vous allez voir un magnifique jardin comme certains le font sur YouTube. J'aimerais bien qu'ils affichent leur consommation d'eau, qu'on parle de choses claires. Moi aussi, je pourrais avoir un jardin magnifique, une oasis de verdure. Balançant 100 mètres cubes, je vous garantis que vous ne reconnaîtriez pas mon potager. Mais je trouve ça tout simplement extrêmement étroit comme point de vue, absolument pas durable. Je n'utilise pas le mot écolo. Écolo pour moi ne veut rien dire. Écolo bobo, voilà ce que m'évoque le terme écolo. L'écologie, c'est la science qui régit les rapports des êtres vivants entre eux. Rien n'est écologique. Un ordinateur ne peut pas être écologique, une voiture ne peut pas être écologique, une consommation d'eau ne peut pas être écologique, une maison n'est pas à proprement parler écologique. Elle est durable, elle est reproductible, elle impacte l'environnement. Oui, ça c'est des choses que je vois. Donc balancer 100 mètres cubes d'eau sur mon potager, c'est à coup sûr non durable, en aucun cas naturel. On pourrait parler d'autre chose qui serait que j'ai des puits, j'ai du forage, et là il faudrait évaluer la quantité d'eau dans tout le bassin versant dans lequel je me trouve, et là ce serait tout à fait autre chose. Il y a sous
les collines que vous voyez autour de moi, des quantités d'eau que vous n'imaginez pas. Là, on passe en dizaines, voire en centaines de millions de mètres cubes. Et taper là-dedans ne me poserait aucun problème. Donc peut-être, je suis un peu vieux maintenant, mais peut-être que ce serait raisonnable d'investir dans un forage qui pourrait être géré de façon durable, c'est-à-dire qu'en collectant l'eau sur tout ce qui tombe sur la montagne, là, ce qui est tombé dans la colline derrière chez moi, je vais prendre une petite surface, 100 hectares, donc 1 million de mètres carrés. S'il est tombé 7 mm tout à l'heure, on a dit 7 litres au mètre carré, sur 1 million de mètres carrés, c'est 7 millions de litres d'eau. 7000 mètres cubes. Là, tout à l'heure, la petite pluie. Donc là, cogner avec un forage et extraire 100 mètres cubes, c'est même pas une goutte d'eau dans cette bouteille. Donc là, je serais dans du durable. Bon, voilà. La vidéo est déjà longue. Je vais en rajouter un tout petit peu parce qu'évidemment, traiter la question de la canicule, la rosée, etc., ne va pas sans poser celle du changement climatique, réchauffement climatique, etc. On m'interroge tout le temps là-dessus. Et donc, je vais aussi vous donner quelques éléments de réflexion, ne pas me défiler sur cette question. Bon, alors, si la question de savoir si le climat change, ne change pas, qui c'est qui dit la vérité, les uns, c'est évidemment un sujet à s'échauffer encore plus que la canicule. Pour les uns, évidemment, dans le négationnisme total, ça n'existe pas, etc. C'est des inventions de ces dangereux écolos. Surtout, ne changeons rien. Devant, il y a le mur. Chérie, accélère. Il y a un mur devant. Et puis, pour d'autres, évidemment, on court à la catastrophe en 2050, en 2100, et ainsi de suite. Je vais bien évidemment me garder d'aller sur ce terrain-là. Ce que je vais vous raconter, c'est quels sont les événements passés. Ceux-là, on les connaît. Il y a dans les ordinateurs de France Météo et d'autres sites tels que celui que j'ai évoqué, des données qui sont absolument rigoureusement, mathématiquement incontestables, enregistrées par des sondes qui sont d'une fiabilité absolue, normalisées dans des abris météorologiques, etc. Donc, le plus obscur, le plus abscon des négationnistes ne peut nier ces chiffres. Alors, il existe sur Internet des études, toute une série d'études qui s'appellent Oracle. Oracle, c'est un acronyme de je ne sais plus quoi, observatoire des changements climatiques, etc., etc., à l'égide des chambres d'agriculture, mais qui associent tout un ensemble de partenaires, dont bien sûr Météo France, dont le ministère de l'Environnement et du Développement durable, dont les chambres d'agriculture, dont les régions en question, dont l'ADEME, etc., etc. Et il y a donc eu une étude statistique, donc traitement statistique des données qu'on connaît entre, en général, 1960 et 2015. Donc c'est généralement cette fourchette qui a été prise. Et donc sur la base
des données enregistrées par les stations météo, les spécialistes ont donc calculé quelles sont les tendances, et ce rapport est précis au point de donner l'indice de fiabilité. Donc des fois on vous dit que tel résultat n'est pas significatif, des fois qu'il est significatif à 5%, ça veut dire qu'il reste 5% de chance de se tromper, ou de malchance de se tromper, et beaucoup de chiffres sont significatifs au millième, c'est-à-dire qu'il ne reste plus guère qu'une chance sur 1000 de se tromper sur ces tendances. Alors, je vais extraire un certain nombre de données du rapport qui concerne uniquement la station de Strasbourg-Ensheim, celle dont je suis le plus proche. Mais les données dans ce rapport existent pour différentes stations dans le Grand Est, et un certain nombre d'autres régions ont édité et publié gratuitement, c'est gratuit sur Internet, ce que je vais vous dire, de tels rapports oracles. Je sais qu'il y en a dans les Pays de Loire, je sais qu'il y en a en Nouvelle-Aquitaine, je sais qu'il y en a en région Bretagne, peut-être quelques autres qui m'échappent. Alors je vais vous commenter toute une série de tableaux, rassurez-vous, là vous ne voyez rien, mais chaque fois je vais les incruster, c'est surtout que je les ai sous les yeux pour vous raconter ce qui saute à l'œil. Donc le premier tableau à Strasbourg, 1961-1990, non pardon, de 1960 à 2015, c'est la température moyenne annuelle. Alors c'est une donnée extrêmement synthétisée, puisque donc tous les jours, Météo France calcule la température moyenne du jour, qui est la moyenne du maxi et du mini, puis ensuite on calcule ça sur une année. Et donc en l'occurrence, la première courbe va donner l'écart à la moyenne des années 1961-1990. Donc sur 30 ans, on a pris la température moyenne et on mesure. Et donc quand c'est en rouge, c'est plus chaud. Et quand c'est en bleu, la moyenne est plus froide. Donc on voit très facilement comment les années se sont déroulées. Et on voit, ça saute aux yeux, que progressivement, au fur et à mesure, donc à partir des années 85, 87, presque toutes les années, à l'exception d'une qui doit être 96, les températures moyennes étaient au-delà de cette référence. Donc, et on a une courbe lissée, c'est les moyennes sur 11 ans, donc toutes les 11 années, on calcule la moyenne en prenant donc l'année en question, 5 ans avant et 5 ans après. Et cette moyenne donc lisse l'irrégularité météorologique dont je parlais. Donc ça permet de ne pas s'en remettre à des sentiments qu'on a parce que l'année dernière a été chaude, donc on va dire ça y est, c'est le réchauffement climatique. Non, il faut se donner de la perspective, c'est-à-dire que le climat et la météo très exactement a toujours changé. Il y a toujours eu des années chaudes, des années froides. Il faut donc lisser ces variations extrêmement importantes pour dégager des tendances. Et là, la tendance de la température moyenne annuelle, Strasbourg étant la courbe verte, celle qui est ici vers le haut, aucune discussion possible. Cela a augmenté. La température moyenne annuelle est passée d'un peu moins de 10 à environ 11 degrés et demi. Donc les 30 dernières années, à Strasbourg, la température annuelle a augmenté d'environ 1,5 degré. C'est considérable. C'est considérable dans ses effets. Alors j'ai oublié de dire avant de commencer à rentrer dans les chiffres que, bien évidemment, ces chiffres ont fait l'objet de discussions sûrement très très ardues
personne, je pense, de sérieux ne va penser que les chambres d'agriculture sont tout à coup devenues une bande de gauchistes écologistes. Et s'ils ont, sous leur timbre, publié ces documents, c'est que on ne peut pas les discuter. C'est aussi simple que ça. Alors, dans le même sens, pour cerner l'évolution des températures, on a un indice qui est le nombre de jours de gel, donc toujours à Strasbourg-Ensheim. Alors, comme on voit, ça varie énormément, mais quand on lisse avec la moyenne glissante sur 11 ans, la tendance très vite se dégage comme étant à la baisse. Et donc, quand on fait ce qui s'appelle une droite d'ajustement, on voit, alors Strasbourg, là, est la courbe la plus basse. Ça baisse, mais pas tant que ça. Donc, le nombre de jours de gel à Strasbourg n'a pas tant baissé que ça. Il y a des stations où c'est beaucoup plus marqué, par exemple à Nancy, où la dégringolade est beaucoup plus carabinée. Autre tendance, le nombre de journées chaudes. On appelle journée chaude, la météo, c'est une norme, appelle journée chaude celle dont la moyenne quotidienne, donc le maximum plus le minimum divisé par 2, dépasse 25 degrés. Et donc là aussi, le nombre de journées, on voit que ça varie énormément. Là, il y a eu un pic en 2003, fameuse année de la canicule. Mais même si on lisse, donc toujours moyenne glissante sur 11 ans, on voit que la tendance est très nettement à la hausse. Donc le nombre de journées chaudes est à la hausse et on le voit sur la courbe d'ajustement avec Strasbourg ici qui est en haut et qui est une des courbes qui monte le plus parmi ces trois qui sont résumées sur le même schéma. Alors un autre indice très important, peut-être plus important du point de vue agronomique encore que la température moyenne et les jours estivaux, ce sont les journées dont la température maximale, donc on ne parle plus de la moyenne là, mais de la température la plus élevée de la journée, a dépassé 30 degrés. C'est un seuil que personnellement je trouve un peu bas. Si on m'avait laissé le choix, j'aurais cherché les journées à plus de 35 degrés, parce que vers ces hautes températures, tout un ensemble de mécanismes physiologiques de la plante sont contrariés. Chez certaines plantes, la fécondation peut ne plus se produire et donc les fleurs avortées, c'est quelque chose qu'on observe sur des tomates, sur des poivrons, sur des aubergines, sur des framboisiers. Chez d'autres, c'est la mise en réserve des sucres qui va être contrariée, donc les températures élevées peuvent contrarier la tubérisation des pommes de terre ou ce qui s'appelle l'échaudage du blé. L'échaudage du blé, c'est lorsque les grains ne se remplissent pas bien et donc les grains de blé sont plus petits que ce qu'ils auraient dû être. Donc ce sont des baisses de rendement. Et donc là encore, toujours le même type de graphique, des variations très 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 importantes d'une année sur l'autre, avec là encore 2003, avec son pic avec beaucoup de journées, donc une quarantaine de journées à plus, dont le maximum a dépassé 30 jours, donc l'année de la canicule, mais 2015 n'est pas loin derrière, et il manque les 3 dernières années qui doivent être pas mal non plus. Et donc la moyenne glissante, là encore, est très nettement en train de grimper. En gros, de 5 à 10 journées, on passe plutôt maintenant à 15 à 20. Et donc les courbes, pardon, je dis toujours les courbes, c'est les droites de régression, c'est-à-dire la droite qui représente le mieux possible la tendance observée. Et pour Strasbourg, ici, la courbe du haut. Et là, on voit bien qu'on passe d'environ 6,7 à environ 17
journées très chaudes en moyenne sur cette période de 30 ans. Alors, température, ça c'est un des paramètres météorologiques tout à fait déterminants en agriculture ou pour le potager. Ce n'est pas le seul, hein, donc là on parle plutôt aujourd'hui de l'eau. Et donc il est tout à fait intéressant de se pencher sur ces courbes des précipitations. Ici, le cumul annuel, donc le nombre de millimètres d'eau qui tombent à la station de Strasbourg. Vous voyez que 600 étant là, on a des années en dessous de 600 millimètres. Quand je disais tout à l'heure, je comparais à la Côte d'Azur, je n'exagérais pas. Quelques années, évidemment, où c'est un peu plus généreux. Et là, ça peut paraître surprenant, la tendance à la sécheresse ne se confirme pas dans les statistiques ces 30 dernières années. La courbe, elle est à peu près plate, comme vous pouvez le voir, elle aussi légèrement. Donc celle qui reprend les moyennes glissantes sur 11 ans. Et effectivement, quand on prend la droite de régression, pour Strasbourg, c'est ici la courbe verte qui est entre les deux, on voit qu'il y a même une très légère augmentation des précipitations annuelles. Donc ça va à l'encontre de ce qu'on aurait dans la tête comme conviction. On va voir dans un instant que c'est un tout petit peu plus compliqué, mais donc, et c'est très très variable, je vous l'ai déjà dit par rapport aux stations, hein, vous trouverez facilement des stations où il y a une augmentation des précipitations. C'est plutôt le cas sur le pourtour méditerranéen avec plus d'épisodes cévenols, etc. Méditerranée qui semble bouillir et donc avec les rentrées d'air plus gonflées d'eau et qui rencontre donc soit les Cévennes, soit les Pyrénées orientales, soit les Alpes du Sud, très très souvent de gros orages, qui ne veut pas dire que toute cette eau est utile, hein. Ce qui est encore une autre notion qu'il faudrait introduire là. On est très très grossier dans l'approche générale. Alors on a dans le rapport Oracle Grand Est ce qui s'appelle le cumul estival. En l'occurrence, ils ont pris mai et juin. Et là, énorme variation, comme on peut le voir. Vers la fin, début de dégringolade à partir des années 2010 jusqu'en 2015, qui se serait sans doute poursuivi jusqu'en 2020. Pour ma part, j'aurais rajouté août, parce que il y a encore beaucoup de... pour les potagers, hein, beaucoup de légumes dehors. Il est vrai que les chambres d'agriculture sont plus préoccupées des agriculteurs, donc beaucoup de cultures sont déjà récoltées, que ce soit les pommes de terre, que ce soit les céréales, bien sûr, hein, blé, etc. Donc peut-être ce choix s'explique. Tendance, comme vous pouvez le voir, de ces pluies estivales, très très grosse variabilité, mais la tendance est à peu près plate. Strasbourg est ici la courbe du haut et on voit que c'est quasiment parfaitement horizontal, très très légère augmentation, mais pas significative, hein. On passe de 200 à peut-être 202 ou 203 mm. Donc une petite augmentation, en tout cas pas dans le passé, les 30 dernières années, de tendance à la sécheresse. Enfin, à une chute des précipitations, parce que la sécheresse, c'est tout à fait autre chose, hein. Et quand je parle de sécheresse, je parle de sécheresse agricole, hein, c'est-à-dire, je ne parle pas des nappes profondes. Est-ce qu'on trouve de l'eau pour alimenter les réseaux d'eau potable, etc., pour l'industrie? Je parle de
des 1 à 2 mètres de sol que l'homme exploite à travers ses cultures, ses légumes. Et là, en gros, c'est le bilan, ce qu'on appelle le bilan hydrique, c'est-à-dire combien d'eau rentre dans le sol, combien d'eau en sort, et quelle est la différence entre les deux. Si la différence est faible, on sait qu'il y a une réserve utile dont j'ai parlé antérieurement, et ça peut suffire. Si, par contre, cela s'accentue, bien entendu, arrive le moment où la réserve utile en eau du sol ne peut plus combler. En gros, c'est très très simple, c'est l'histoire de votre portefeuille. Vous regardez combien rentre, vous regardez ce que l'on vous réclame en impôts, en dépenses forcées, l'énergie, l'eau, faire le plein des bagnoles, la rentrée scolaire, la nourriture, et ainsi de suite. Si l'un, les sorties augmentent alors que les rentrées sont stables, dans un premier temps, vous pouvez peut-être débloquer quelques économies, et un beau jour, les économies sont à sec, et c'est la crise. Donc ça s'appelle le bilan hydrique, qui est tout simplement la différence entre le TP et les précipitations. Et pour ça, bien entendu, il faut d'abord se pencher sur le TP, cette fameuse évapotranspiration potentielle qu'on peut donc traduire par ce que le climat réclame aux plantes et au sol. Et là, on a une courbe qui est tout à fait étonnante, quelque part, parce que donc c'était plat jusqu'aux années de 1984, on va dire, avec des variations comme tout, hein. Météo, ça varie. Mais donc, si on lisse, c'est relativement plat, et tout à coup, ça fait un bond dans les années qui ont suivi 85 jusqu'aux années 92, quelque chose comme ça, 91-92, un bond considérable de cette ETP, et puis de nouveau, ça semble se stabiliser, avec peut-être l'amorce d'une nouvelle tendance à la hausse, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faudra en revenir dans 20 ou 30 ans pour examiner ça. Et donc, ce cumul annuel de l'ETP, on voit donc très nettement que cela suit une tendance à une hausse assez forte, hein, puisqu'on passe d'environ 575 mm à presque 750. Donc ça fait presque 200 mm en 30 ans d'exigence en plus, de dépenses d'eau en plus pour un sol. Donc on est dans quelque chose qui est de l'ordre de 20-30%. Hein. Donc une augmentation de 20-30%, c'est tout sauf anecdotique. Alors le rapport s'est focalisé sur l'été, donc la période de culture. Malheureusement, là encore, ils ont pris juin, juillet, il me semble. Ah, je ne l'ai plus, j'aurais dû le noter. On voit que la tendance à l'augmentation est liée, mais peut-être moins nette que le cumul annuel. Autrement dit, l'ETP semble plus augmenter au printemps et en automne que durant l'été, où elle augmente cependant. Donc, quand on regarde ça en droite d'ajustement, ben voilà, ici, Strasbourg en vert au milieu, on a quand même l'été une exigence en eau qui passe de 280 à plus de 300, non, à presque 350. Donc là encore, une augmentation qui n'est pas anecdotique. Et donc finalement, si il y a quand même une sécheresse agricole, si on l'entend, d'un côté combien d'eau les
le sol, le système, le potager reçoit, stable, peut-être une légère augmentation, et ce que le climat exige de ce qui se trouve dans ce potager, sol et plantes, où là, on a une augmentation plus importante. Donc, c'est quand même comme une espèce de cisaille où ça se passe mal. Ça se passe mal. On réclame de plus en plus, mais ça n'augmente pas au niveau des rentrées. Et donc prenez ça pour vos stations. Il y a des situations où c'est carabiné. Je préfère là pour l'instant parler du potager du paresseux, ce qui m'intéresse, et je ne peux pas faire ça pour toutes les stations mentionnées dans les différents rapports oracles. Il y a des situations, plutôt d'ailleurs vers le nord, plutôt vers la Normandie, plutôt dans le Massif central, beaucoup plus que dans le pourtour méditerranéen, le sud-ouest, qui semble épargné. J'ai en mémoire une station en Corrèze, par exemple, où l'écart est carabiné, c'est-à-dire on a une diminution significative des précipitations et bien sûr une augmentation carabinée de l'ETP. Là, on tend un élastique qui, tôt ou tard, va casser. On tire, et les images qu'on a vues ces derniers jours à la télévision de vaches qui errent dans un sol qui n'est pas loin de nous rappeler des images du Sahel dans les années 70-80, et ben c'est cet élastique qui est en train de casser. Et alors donc, le bilan hydrique, voilà ce que ça donne. Donc on calcule sur... là, c'est un département, ils ne l'ont pas fait sur la station, la différence entre les précipitations et le TP. Et donc chaque fois que c'est rouge, ça veut dire qu'il tombe moins d'eau que la météo ou le climat en réclame au système sol-plante. Et donc, vous voyez qu'on a là une très nette tendance à la multiplication des barres rouges et à une croissance du déficit. La courbe du milieu, là, donc, qui est le lissage sur 11 ans, là, on voit qu'à partir de 86, on a un décrochage avec de façon systématique la moyenne qui est dans le rouge. Je ne sais pas si j'ai oublié de l'imprimer ou si la droite de régression n'est pas dans le rapport. Je vais regarder ça et si je l'ai zappé, je vais le rajouter. Oui, donc l'analyse existait bien donc en tendance avec donc ce bilan hydrique à Strasbourg, la courbe du milieu qui se dégrade nettement, même si je suis surpris que ce ne soit pas plus que ça. Mais donc dégradation de la quantité d'eau à la disposition des plantes et par conséquent un souci de plus pour le jardinier qui devra de plus en plus souvent voir comment suppléer ces carences. Voilà, je vais en rester là. Donc pour ma part, résumons, je ne pense pas que l'une de ces tendances s'inverse comme par magie demain. Je pense que bien au contraire, on est plutôt même sur une accélération de certains phénomènes et que les courbes, loin de se lisser, de se redresser, de se normaliser, vont encore s'accentuer. Ça, ce n'est qu'une conviction. Je rappelle que là, les données, ce n'est pas des spéculations sur le futur, c'est l'analyse de ce qu'il y a derrière nous et qui est scientifiquement documenté, qui est rigoureusement analysé selon, on va dire, les méthodes statistiques avec calcul de la signification des résultats. Je n'ai pas voulu alourdir ce propos, mais sur chacun
de ces graphiques, on trouve en annexe sur les pages suivantes le degré de fiabilité. Donc systématiquement, les statisticiens donnent la fiabilité, et je vous l'ai dit, elle est souvent élevée. Il y a souvent moins d'une chance sur 1000 que la tendance ou l'ajustement qui a été fait ne soit pas fiable. Donc, moins d'une chance sur 1000, des fois ce n'est que 5 pour 100, et il y a quelques courbes qui ne sont pas significatives, donc des fois parce que la tendance n'est pas nette, et que ça oscille autour, donc on ne peut pas être sûr que la courbe soit juste. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que j'essaye malgré tout, de tenir mon objectif d'arroser le moins possible, si possible pas plus que ce que je peux récolter d'eau. Et vous voyez que les aléas des précipitations sur la période estivale vont évidemment percuter ma stratégie, parce que si ces cuves, s'il y a 3 gros orages durant l'été, les cuves se remplissent 2 ou 3 fois, et je dirais je suis presque à l'aise. Quand, comme cette année, on n'a pas eu de pluie là depuis début juin, on a eu une bonne pluviométrie, et puis à partir de là, stop, terminé. Donc les cuves descendent, je consomme nécessairement de l'eau pour la serre, j'en consomme quand je fais un semis, je repique, etc. Et donc, fatalement, arrive le moment où je me trouve à sec, comme c'est le cas ces jours-ci. Et là, on a eu 7,2 mm à l'instant, donc le cumul, le ciel est plutôt nouveau bleu, donc c'est loin d'être gagné cette affaire. Et on va donc, dans la vidéo que j'ai déjà tournée mais que je n'ai pas encore montée, on va se creuser un peu les ménages dans la conclusion sur comment faire avec tout ça. Vous avez les bases théoriques, l'eau, réserve utile du sol, texture du sol, nous ne sommes pas tous égaux. J'ai parlé donc de différence de 1 à 3 selon la texture de nos sols, entre celui qui a un sol sableux et celui qui a un sol argilo-limoneux, ce qui est encore amplifié évidemment. Si maintenant je prends le plus misérable d'entre nous, celui qui a 20 cm de sol sableux avec 25% de cailloux, il aura une réserve utile ridicule et il devra arroser. Il n'y a pas de miracle possible. Sinon, c'est Taman Rasset. Et l'autre, qui dans la plaine d'Alsace a 30 mètres de leuce, et on va dire que les plantes en explorent 3 mètres de leuce limoneux, et qui aura donc sans aucun caillou. Si en plus il a soigné la matière organique, il aura plus de 10 fois plus de réserve que le premier avec son sol sableux, pauvre en matière organique. On va vraiment prendre le cas le pire, quoi. Sol sableux, caillouteux, peu profond, pauvre en matière organique. Allez, peut-être 20 litres, 30 litres de réserve utile par mètre carré, et l'autre 3 mètres de sol limoneux avec des légumes bien enracinés, bien en profondeur, 5% de matière organique parce que amendement organique tout le temps, on va avoir quelqu'un qui peut avoir 300 litres de réserve par mètre carré, voire plus. Donc vous voyez ce que valent les conseils qu'on s'échine à vous donner. Voyez ce que se donnent les méthodes simples, simplissimes, etc. pour jardiner. On voudrait faire croire que vous êtes tous dans la même situation. L'un va suicider ses légumes qui, heureusement, ne savent ni manifester, ni crier, ni mettre le feu au lac. Et l'autre va dire, mais quoi, moi j'arrose pas,
ça pousse tout seul, j'applique la méthode de Dietz 67, c'est un génie, un gourou, un truc absolu. Ciao, à une prochaine.